Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont les gens avec des outils primitifs pouvaient couper du granit? Ces blocs de pierre pèsent des centaines de tonnes, mais ils sont si bien ajustés qu'aucune lame de couteau ne peut passer entre eux. Étrange, n'est-ce pas? Les manuels d'histoire affirment que les anciens bâtisseurs n'avaient que des ciseaux en cuivre et des cordes en chanvre. Mais lorsque nous voyons des traces de forage impossibles à reproduire, même avec des forêts diamantées modernes, il est difficile de croire à la version officielle. Est-ce que simplement une coïncidence que des technologies similaires soient trouvées au Pérou, en Égypte et au Japon, bien que ces civilisations soient séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années? Aujourd'hui, nous allons faire un voyage à travers 6 des lieux les plus mystérieux de la planète. Les archéologues débattent de ces sites depuis des décennies, mais aujourd'hui, nous allons essayer de séparer la mystique des faits réels. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre dans un instant pourrait complètement bouleverser votre conception du passé de l'humanité. Notre première étape est l'île de Java en Indonésie. Les habitants viennent depuis des siècles sur la montagne Gunung Padang pour prier les esprits des ancêtres, considérant cet endroit comme une simple colline sacrée, au sommet de laquelle se trouvent de vieilles pierres. Tout a changé en 2010 lorsque des géologues sont venus ici non pas pour prier mais pour travailler. Ils ont commencé à scanner le sol avec des géoradars, espérant étudier l'activité sismique de la région, mais les appareils ont montré quelque chose de choquant. Sous la couche de terre et d'herbe se cachait non pas une montagne ordinaire mais une gigantesque structure artificielle. Lorsque les scientifiques ont effectué une datation au carbone de l'organique trouvé entre les pierres à une profondeur de 30 mètres, le résultat les a poussés à vérifier leur équipement. Le test a montré un âge d'environ 20 000 ans. Pour que vous compreniez, l'échelle cela correspond à l'époque du dernier âge glaciaire lorsque les mammouths erraient encore sur Terre et qu'il restait encore 15 000 ans avant la construction des pyramides égyptiennes. Cette nouvelle a immédiatement explosé sur Internet car elle brise toute image du monde habituel. Selon la science officielle, les gens d'il y a 20 000 ans étaient de simples chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes et des huttes. Ils ne pouvaient tout simplement pas organiser une construction d'une telle ampleur, car ils n'avaient ni État ni agriculture pour nourrir une armée de travailleurs. Les amateurs d'histoire alternative ont immédiatement déclaré que Gunung Padang est la preuve de l'existence de l'Atlantide ou d'une autre civilisation hautement développée qui a péri lors du déluge mondial. Après tout, qui d'autre aurait pu posséder les technologies nécessaires pour créer la plus ancienne pyramide du monde, sinon une race oubliée de géants ou des extraterrestres qui ont enseigné à nos ancêtres? Cependant, la réalité s'est révélée un peu plus prosaïque mais tout aussi intéressante. Lorsque les émotions se sont apaisées, les géologues ont expliqué la nature de ces mystérieux blocs de pierre. Ce sont ce qu'on appelle des basaltes en colonne, un phénomène qui se produit lorsque la lave dans le cratère d'un volcan se refroidit et se fissure en colonnes hexagonales parfaites. Autrement dit, les briques de cette pyramide ont été moulées par la nature et non par une usine extraterrestre. Mais le plus étonnant est autre chose. Les anciens ont vraiment découvert cet endroit et, sans technique complexe, ont réussi à déplacer des milliers de ces lourdes colonnes pour renforcer les pentes et créer des terrasses. Ce n'est pas une construction à partir de zéro, mais une amélioration grandiose du paysage naturel. Le principal mystère ici n'est pas dans les lasers, mais dans la sociologie. Comment des tribus de chasseurs ont-elles pu s'unir et travailler ensemble pendant des siècles pour un seul but, sans roi ni surveillant? En Indonésie, les gens ont utilisé ce que la nature leur a donné en déplaçant simplement des pierres prêtes. Mais ce qui se trouve en Inde, la nature ne peut plus l'expliquer. Car là, les bâtisseurs ne construisaient pas une montagne, mais la détruisaient méthodiquement pour créer un chef-d'œuvre impossible à reproduire. Bienvenue dans l'état du Maharashtra au temple de Kailasanatha. Lorsque vous voyez cette structure pour la première fois, votre cerveau refuse de comprendre comment cela a été fait. En général, un bâtiment qui s'est construit de bas en haut, avec des fondations puis des murs et un toit. Mais ici, tout est à l'envers. Ce temple haut comme un immeuble de 9 étages n'est pas construit à partir de blocs. Il est entièrement taillé dans un énorme rocher de haut en bas. Imaginez un sculpteur qui prend une pierre et enlève tout ce qui est superflu pour obtenir une statue. Et maintenant, imaginez que cette statue est un immense complexe avec des colonnes, des salles, des statues d'éléphants et un travail de sculpture complexe où chaque détail fait partie du monolithe. Pour créer cette merveille, les ouvriers ont dû extraire et évacuer 200 000 tonnes de roches volcaniques de la carrière. Si on chargeait cette pierre dans des wagons, le train s'étendrait sur 40 km. Et le plus surprenant, c'est que les architectes n'avaient pas droit à l'erreur.
Si un tailleur de pierre avait accidentellement ébréché le nez de la statue d'un éléphant, il n'aurait pas pu le recoller ou remplacer le bloc. Tout le temple aurait été irrémédiablement gâché. Les plaques officielles affirment que le temple a été construit en seulement 18 ans au 8e siècle de notre ère. Et c'est là que commence la mathématique qui rend fou les chercheurs. Si l'on divise 200 000 tonnes par 18 ans, cela signifie que les ouvriers devaient extraire et évacuer 30 tonnes de pierre chaque jour, sans week-end, sans jour férié, sous la pluie et la chaleur. Et cela sans compter le temps pour la planification et le travail de sculpture minutieux. Beaucoup sont convaincus qu'il est impossible de faire cela avec une pioche et un marteau. Sur Internet, une théorie populaire suggère que les anciens Indiens utilisaient des technologies que nous avons perdues. Des machines géantes dont les traces seraient visibles sur les murs au son dirigé, capables de ramollir la pierre, ou même des lasers laissés par des visiteurs extraterrestres. Après tout, comment expliquer une telle vitesse et précision si même, aujourd'hui, la création d'un tel monument serait un cauchemar d'ingénierie? Cependant, la clé n'est pas dans les technologies extraterrestres, mais dans une organisation du travail géniale. Les ingénieurs ont expliqué que le secret de la rapidité résidait dans la méthode d'extraction verticale. Les ouvriers n'avaient pas besoin de soulever de lourdes pierres vers le haut, comme lors de la construction des pyramides. La gravité travaillait, pour eux et eux. Les débris étaient simplement laissés tomber. En ce qui concerne les outils, les anciens maîtres utilisaient l'enfance des coins en acier. Ils perçaient en osrock une série de trous dans la roche, y inséraient des coins en bois sec et les arrosaient d'eau mandeur. Le bois gonflait et, avec une force incroyable, faisait éclater la pierre exactement le long de la ligne. Mais la principale ressource dont disposaient les anciens rois, c'étaient les gens. Des milliers de tailleurs de pierre travaillaient en équipe 24 heures sur 24, transformant la roche en œuvre d'art. Kailasa est un monument aux technologies oubliées et à la détermination humaine et à la discipline qui sont parfois plus puissantes que n'importe quel laser. Ce temple a été visible pendant des siècles, impressionnant les pèlerins, mais la prochaine structure était cachée aux yeux de l'humanité sous des couches d'eau jusqu'à ce qu'elle soit accidentellement remarquée par un plongeur solitaire à la recherche de requins. Nous nous déplaçons au Japon, au point le plus occidental du pays, l'île de Yonaguni. En 1986, l'instructeur de plongée Kiyashiro Arataki s'est immergé dans ces eaux à la recherche d'un nouveau site pour observer les requins marteaux. Mais au lieu de poissons, il a vu au fond quelque chose qui lui a coupé le souffle. Devant lui se dressait une énorme masse de pierre ressemblant à une pyramide à degrés ou à une forteresse. Arataki a vu des terrasses parfaitement planes, des angles droits, qui semblaient être des marches artificielles, et même de curieuses formations ressemblant à une route contournant le monument. Les dimensions de l'objet sont impressionnantes. Il s'étend sur 150 mètres de long et 40 mètres de large. Lorsque les nouvelles de la découverte ont atteint le continent, le monde a commencé à parler de l'Atlantide japonaise. Le problème est que cette ville est sous l'eau. Le niveau de l'océan dans cette région n'a été aussi bas que pendant le dernier âge glaciaire il y a environ 10 000 ans. Si c'est vraiment une ville artificielle, alors elle est plus ancienne que les pyramides égyptiennes et les villes sumériennes de 5000 ans. Les partisans de la théorie de la proto-civilisation affirment qu'il s'agit des vestiges du légendaire continent mou, l'équivalent pacifique de l'Atlantide. Ils soulignent des détails difficiles à attribuer à la nature. 2 trous ronds sur le bord de la dalle ressemblant à des emplacements pour des colonnes et une roche ressemblant à une énorme tête de tortue ou à un homme regardant vers le sud. Qui sinon une grande civilisation oubliée aurait pu construire un tel port avant qu'il ne soit englouti par l'océan? La communauté scientifique est divisée en 2 camps. Les archéologues secouent la tête avec scepticisme, mais les géologues proposent une explication intéressante. La roche de Yonaguni est composée de grès et d'argilite des roches qui ont tendance à se fissurer le long de lignes droites lors des mouvements des plaques tectoniques. De forts courants sous-marins ont érodé les petites pierres pendant des siècles, ne laissant que de gros blocs aux arêtes nettes. Ce que nous prenons pour des marches et des terrasses est le résultat des forces naturelles et non des architectes. Cependant, il y a un point sur lequel même les sceptiques s'accordent. Il est probable que la nature ait créé une base, un brouillon, et que les anciens qui vivaient ici avant le déluge l'aient amélioré. Ils auraient pu utiliser des plateformes naturelles comme carrières ou sanctuaires en ajustant les angles et en taillant des passages. Ainsi, la vérité se situe probablement quelque part au milieu. C'est un chef-d'œuvre créé en co-création par la nature et l'homme. L'eau sait garder des secrets, mais parfois la terre les cache encore mieux.
En Turquie, un fermier voulait simplement rénover son sous-sol et a trouvé l'entrée d'un véritable enfer où des milliers de personnes se cachaient depuis des siècles. Imaginez que vous faites des travaux dans votre sous-sol et que vous découvrez soudain un tunnel sombre qui mène nulle part. C'est exactement ce qui est arrivé en 1963 à un simple habitant de la région de Cappadoce en Turquie. Il ne se doutait pas que derrière son mur se cachait non pas simplement une cave, mais l'entrée de l'une des plus grandes villes souterraines du monde, Derinkuyu. Lorsque les archéologues sont arrivés sur place et ont commencé les fouilles, ils ont été choqués par l'ampleur. Ce n'était pas juste quelques cavernes, mais une véritable mégapole s'étendant sous terre sur 18 étages. Ici, dans l'obscurité totale, 20 000 personnes pouvaient vivre, manger et dormir en même temps avec leur bétail. Ils avaient tout, des écoles, des églises de théâtre, en églises, des caves avant des presses à huile et des enclos pour les moutons. Mais le plus effrayant, c'est la profondeur. Les populations descendent dans l'intensité jusqu'à 85 mètres et l'air y pénètre par un système de ventilation ingénieux, impossible à détecter depuis la surface. Pourquoi quelqu'un voudrait-il vivre volontairement sous terre comme des taupes privées de lumière du soleil ? Les conspirationnistes ont immédiatement émis l'hypothèse que Derinkuyu avait été construit comme un bunker en cas de catastrophe mondiale. Peut-être que les anciens se cachaient d'une guerre nucléaire passée des glaciations ou même d'une invasion d'extraterrestres qui patrouillaient dans le ciel. Les partisans de la théorie du paléocontact attirent l'attention sur les étranges systèmes de sécurité. Des couloirs étroits où l'on ne peut passer qu'un par un et d'énormes portes en pierre en forme de roue pesant une demi-tonne et ne se fermant que de l'intérieur. De qui se protégeait-il si désespérément? Les historiens offrent une explication plus terre-à-terre mais non moins dramatique. Derinkuyu était effectivement un refuge, mais pas contre des extraterrestres, contre des gens bien réels. Ces terres d'Est ont été le théâtre de guerre pendant des siècles. D'abord les raids des Romains, puis des Arabes, puis des Mongols. Les habitants utilisaient la douceur de la roche, le touf volcanique. Cette pierre se taille facilement tant qu'elle est dans les entrailles de la terre, mais au contact de l'air, elle durcit rapidement, devenant aussi solide que le béton. C'était un projet de fortification idéal. Lorsque l'ennemi approchait, toute la population de la ville disparaissait simplement sous terre en roulant d'énormes pierres sur les entrées. Les ennemis pouvaient marcher à la surface sans même soupçonner que, juste sous leurs pieds, la vie bouillonnait. C'est un monument non à la peur, mais à l'incroyable soif de vivre et à l'ingéniosité des gens acculés. Derinkuyu était un refuge pour les vivants où les gens se protégeaient rarement de la guerre. Mais dans l'océan Pacifique, il existe un endroit que les locaux appellent la ville des morts, et où ils ont peur de nager la nuit même aujourd'hui. Si vous vous trouvez au milieu de l'immense océan Pacifique sur la petite île de Pohnpei, les habitants vous avertiront sûrement ne restez jamais dans les ruines de Nan Madol après le coucher du soleil. Pendant la journée, cet endroit ressemble à une merveille d'ingénierie. Mais la nuit, selon les insulaires, les esprits des anciens rois s'éveillent et ils n'apprécient pas les intrus. Nan Madol est la seule ville ancienne au monde construite non pas sur la terre ferme, mais directement sur l'eau au milieu des mangroves et des récifs coralliens. Ce n'est pas simplement quelques cabanes sur pilotis. Ce sont 92 îles artificielles créées par l'homme reliées par un réseau de canaux, ce qui lui a valu le surnom de Venise du Pacifique. Mais si contrairement à la romantique Italie, ici règne une atmosphère de grandeur pesante et écrasante. Les murs de la ville s'élèvent au-dessus de l'eau à 8 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Ils sont construits à partir de milliers de troncs de basalte noir. Chaque colonne de pierre pèse entre 5 et 50 tonnes. Si l'on additionne toutes les pierres utilisées pour construire Nan Madol, on obtient un chiffre de 750 000 tonnes. Pour que vous compreniez l'ampleur de cette folie, cela équivaut à la quantité de pierres de la grande pyramide de Khéops. Mais la pyramide a été construite par tout l'Égypte ancienne avec sa population de millions d'habitants et son économie développée. Alors qu'à Pohnpei, selon les estimations des anthropologues, il y avait au maximum 25 000 personnes à l'époque. Ils n'avaient ni métal, ni roues, ni techniques avancées. Pourtant, ils ont réussi à déplacer ces énormes blocs et à les transporter depuis la carrière de l'autre côté de l'île, à travers la jungle et les marais, puis à les poser dans l'eau avec une précision parfaite. Les habitants croient encore aujourd'hui que cet endroit est maudit, et ils ont des raisons de le penser. En 1907, le gouverneur allemand Victor Berg, qui dirigeait l'île, a décidé de défier les légendes. Malgré les supplications des locaux, il a ouvert l'une des tombes des anciens dirigeants au centre de Nan Madol. Berg triomphait, en trouvant à l'intérieur des os de géants bien plus grands que les hommes ordinaires. Mais son triomphe a été de courte durée.
Le lendemain matin, le gouverneur est soudainement décédé dans d'atroces souffrances et les médecins n'ont jamais pu déterminer la cause de sa mort. Les locaux ont alors dit et disent encore qu'il a troublé le repos des Sodlers. Le mystère de la construction de Nan Madol a tourmenté les chercheurs pendant des décennies. Comment peut-on traîner une colonne de pierre de 50 tonnes à travers la jungle où il n'y a pas de route? Les roues s'enliseront instantanément dans la boue. Traîner et le frottement seraient si forts qu'il faudrait des milliers de personnes qui n'étaient tout simplement pas présentes sur l'île. C'est pourquoi la version la plus populaire parmi les locaux et les amateurs de mystique est devenue la magie. Les légendes disent que la ville a été construite par deux frères jumeaux, Alasopa et Alasipa, qui sont arrivés de l'autre côté de la mer. On dit qu'ils étaient de puissants sorciers capables de contrôler la gravité. Ils s'asseyaient sur la plage et jouaient d'instruments magiques. Et au son de cette musique, d'énormes blocs de basalte s'élevaient dans les airs et volaient à leur place comme des oiseaux. Les partisans de la théorie du paléocontact vont encore plus loin. Ils soulignent les étranges anomalies magnétiques souvent détectées dans la région de Nan Madol. La boussole devient parfois folle ici et l'électronique tombe en panne. Les conspirationnistes pensent que les colonnes de basalte ne sont pas simplement des matériaux de construction, mais des éléments d'une gigantesque installation énergétique ou d'une antenne laissée par des extraterrestres. En effet, vu d'en haut, la disposition de la ville ressemble à un complexe de circuits intégrés où les canaux servent de conducteurs. Peut-être que c'est pour cela que Victor Berg a péri, il a simplement été exposé à des radiations résiduelles ou à un rayonnement inconnu. Les scientifiques, bien sûr, ne croient pas à la lévitation, mais même eux reconnaissent que les ingénieurs de Nan Madol étaient vraiment des génies de la logistique. La clé du transport secret des pierres est venue lorsque les archéologues ont décidé de ne pas deviner, mais d'expérimenter. Ils ont compris qu'il était stupide de traîner les pierres sur la terre. Les insulaires utilisaient l'océan. Ils suspendaient les colonnes de basalte sous de grands radeaux en bambou et en bois. Dans l'eau, la pierre devient un peu plus légère et la force de flottabilité des radeaux l'empêchait de couler. Mais comment soulever 50 tonnes à une hauteur de 8 mètres sans grue? Ils utilisaient la méthode de la rampe inclinée. Les constructeurs empilaient les troncs de manière croisée comme pour construire des échafaudages en bois mais avec de la pierre. Ils utilisaient les troncs de palmier comme levier, élevant progressivement la structure couche par couche. Mais la découverte la plus intéressante concerne non pas la technologie, mais la raison de la construction. Pourquoi dépenser tant d'efforts? La réponse s'est avérée terriblement cynique. Nan Madol a été construit par la dynastie des Sodlers non pas comme un temple ou une forteresse. C'était une cage dorée. L'empereur a ordonné à tous les chefs locaux et à leurs familles de déménager dans cette ville de pierre. Cela semble être un honneur, mais en réalité c'était un contrôle. Sur les îles artificielles, il n'y avait ni source d'eau douce ni possibilité de cultiver de la nourriture. Tous des noix de coco à une gorgée d'eau devaient être apportés par bateau depuis la Grande Terre. Les chefs se retrouvaient complètement dépendants de l'empereur. Si quelqu'un pensait à une révolte, on lui coupait simplement les approvisionnements alimentaires. Nan Madol est le premier camp de concentration élite de l'histoire, où l'architecture servait d'instrument à une tyrannie absolue. Les ingénieurs de Nan Madol ont utilisé la ruse pour soumettre les gens, mais les créateurs de l'objet suivant possédaient une technologie de traitement de la matière qui laisse perplexes même les spécialistes modernes équipés de lasers. Nous retournons en Égypte pour descendre dans un souterrain qui fait plus peur que n'importe quelle malédiction. Tout le monde connaît les pyramides de Gizeh et le Sphinx, mais le véritable mystère de l'Égypte est caché non pas sous le soleil brûlant, mais profondément sous terre dans un endroit appelé le Sérapéum à Saqqara. L'histoire de sa découverte mérite un film hollywoodien. En 1850, l'archéologue français Auguste Mariette est tombé sur la tête d'un sphinx dépassant du sable. Il a commencé à creuser et a découvert une allée et une statue qui l'ont conduit à une entrée scellée d'un souterrain. Pour y entrer, Mariette a dû utiliser des explosifs tant la pierre bouchant le passage était puissante. Lorsque la poussière s'est déposée et que les archéologues sont entrés avec des torches, ils se sont retrouvés dans un monde incroyable. En revenant au sarcophage, nous avons vu qu'il n'y avait pas un seul sarcophage à l'intérieur, noir rose et gris granit. Les dimensions de ces cercueils sont inimaginables, environ 4 mètres de long, plus de 3 mètres de haut, chacun pesant entre 70 et 100 tonnes. C'est comme 2 tanks adultes ou un troupeau d'éléphants. Par-dessus des couvercles pesant 30 tonnes, chacun repose. Lorsque Mariette s'est approché de l'un des sarcophages, il a remarqué un détail qui lui a donné des frissons dans le dos. La couche de poussière au sol était intacte. Elle portait les empreintes des ouvriers qui étaient partis d'ici il y a 3000 ans. Cela signifiait que personne n'avait pillé cet endroit. Les sarcophages étaient restés scellés.
Les archéologues étaient convaincus qu'à l'intérieur se trouvaient les momies des taureaux sacrés Hapi ornés d'or et de bijoux. Mais lorsqu'avec un effort incroyable, ils ont déplacé le couvercle à l'intérieur, se trouvait un vide absolu. Un vide. Pas d'eau, pas d'or, pas de poussière. Juste une pierre noire parfaitement polie. Ce fait le vide à l'intérieur des conteneurs les plus complexes de l'Antiquité a engendré des dizaines de théories. Pourquoi créer un coffre pesant 100 tonnes s'il n'y a rien à y conserver? Et ici nous arrivons à la qualité du traitement qui ne peut être expliquée par un ciseau et un marteau. L'ingénieur Christopher Dunn, qui a étudié le Sérapéum, a appliqué un angle de précision contre le mur du sarcophage. Et il n'a vu aucune lumière passer. La surface était parfaitement lisse. La marge d'erreur était de l'ordre d'un cheveu humain. De plus, les angles intérieurs étaient plantés parfaitement qu'à 90 degrés. Essayez d'imaginer un tailleur de pierre doit entrer à l'intérieur de la boîte en granit et dans l'étroitesse à la lumière d'une lampe à huile, polir la pierre la plus dure pour obtenir une précision optique. Un mouvement incorrect et la surface est gâchée. Les amateurs d'histoire alternative sont convaincus que le Sérapéum est un objet technique. Les sarcophages sont en granit qui contient beaucoup de quartz. Le quartz, lorsqu'il est comprimé, peut produire de l'électricité. La théorie dit que ces boîtes pouvaient faire partie d'une gigantesque batterie ou même d'une installation de téléportation. D'autres les considèrent comme des refuges pour préserver le patrimoine génétique des radiations car le granit épais est un excellent écran. Peut-être que les êtres enterrés là-bas se téléportaient ou s'élevaient, laissant les capsules vides. Les égyptologues, bien sûr, rejettent les théories de téléportation. Ils soulignent les inscriptions trouvées sur certains sarcophages. Ce sont des hiéroglyphes grossièrement griffonnés qui contrastent fortement avec le polyparfait de la pierre elle-même. Les scientifiques pensent que les sarcophages ont été fabriqués par des artisans de l'Ancien Empire possédant des technologies oubliées et que des millénaires plus tard leurs descendants plus primitifs ont essayé de les utiliser pour leur culte en griffonnant maladroitement « Ici repose le taureau ». En ce qui concerne la technologie, la science propose une version utilisant des scies en cuivre et de l'abrasif comme le corindon ou le sable de quartz. Des expériences ont montré que le cuivre peut effectivement couper du granit à condition de verser des tonnes de sable sous lui. Mais la vitesse de cette coupe est de quelques millimètres par heure. Pour créer un tel sarcophage à la main, il faudrait des décennies de travail continu d'une équipe entière d'artisans. Mais la question principale à laquelle la science n'a toujours pas de réponse claire est la logistique. Les tunnels du Sérapéum sont étroits, il est difficile d'y faire passer 2 personnes. Comment y ont-ils traîné des blocs de plusieurs tonnes? Comment les ont-ils tournés aux angles droits dans des couloirs étroits? Et surtout, comment ont-ils abaissé les sarcophages dans des niches situées en dessous du niveau du sol et les ont-ils soigneusement recouverts de couvercles de 30 tonnes sans hydraulique? L'écart entre le mur de la niche et le sarcophage fait parfois seulement 40 centimètres. Il n'y a tout simplement pas de place pour placer des leviers ou des personnes. Le Sérapéum reste sans doute l'un des artefacts les plus déroutants pour les historiens, car ici, nous voyons un résultat qui serait incroyablement difficile à reproduire, même avec nos grues et nos machines. Aujourd'hui, nous avons parcouru un chemin incroyable. Nous avons vu une pyramide qui est plus ancienne que l'histoire elle-même, descendu 18 étages sous terre en Turquie, et tenté de comprendre la logique des bâtisseurs qui ont déplacé des montagnes en Inde et en Égypte. Ces objets sont dispersés sur différents continents, mais ils ont une chose en commun. Ils défient notre compréhension du possible. Il est facile d'attribuer tout cela à des extraterrestres ou à de la magie. Il est beaucoup plus difficile mais plus important de reconnaître un autre fait. Les anciens n'étaient pas primitifs. Oui, ils n'avaient pas d'iPhone, de laser ni d'Internet, mais ils avaient ce qui nous manque tant aujourd'hui. Du temps, de la patience et un grand objectif pour lequel ils étaient prêts à travailler pendant des générations. En regardant ces mégalithes, nous comprenons que l'humanité est capable de choses incroyables. Peut-être que nous n'avons pas perdu les technologies du passé. Peut-être que nous avons simplement oublié de quoi l'homme est capable lorsqu'il est guidé par la foi et non par des algorithmes. Et qui sait ce que nos descendants découvriront dans 10 000 ans à l'endroit de nos villes? Vont-ils également admirer nos réalisations ou les considéreront-ils comme un mystère inexplicable? Écrivez dans les commentaires lequel de ces bâtiments vous a le plus impressionné. Et n'oubliez pas de vous abonner car l'histoire recèle encore de nombreux secrets que nous devons percer. À bientôt.